Une délégation du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a été reçue hier par le président de la République, Alassane Ouattara. Cette délégation est présente à Abidjan à la faveur de la 35e session du conseil d'administration du Fonds. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a entrepris d'importantes réformes en vue d'assurer une meilleure organisation des examens de brevet de technicien supérieur BTS et revaloriser ce diplôme. Une rencontre de présentation et d'échange sur les nouvelles procédures d'organisation du BTS vient de se tenir. Le parquet fédéral belge a confirmé le transfert de Salah Abdeslam en France. Il est arrivé peu après 9h ce mercredi. Il a tout de suite été transféré au palais de justice. L'avocat qui le défendra en France a confirmé son arrivée sur le territoire français. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Un conseil des ministres se tient ce mercredi au palais présidentiel en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Ce conseil des ministres planche sur les questions relatives au processus de développement de la Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons à 20h. Nous vous le disions dans nos titres, une délégation du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a été reçue hier par le président de la République, Alassane Ouattara. Cette délégation est présente à Abidjan à la faveur de la 35e session du conseil d'administration du Fonds. Mahama Traoré, Jérôme Kofi Abolé. Don gratuit de médicaments antirétroviraux à des femmes enceintes séropositives, diagnostic et traitement gratuit pour les malades de la tuberculose ou encore distribution gratuite de moustiquaires imprégnés à l'échelle nationale pour freiner l'avancée du paludisme. 3 actions parmi tant d'autres qui font de la Côte d'Ivoire une bonne élève du Fonds mondial dans le cadre de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Un satisfecit que le président du conseil d'administration de cette organisation a traduit ce mardi au président Alassane Ouattara. Ce à la faveur de la 35e session du conseil d'administration du Fonds mondial qui se tient depuis ce lundi à Abidjan. First of all, we would like to thank Côte d'Ivoire. D'abord, remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République et Madame le ministre de la Santé pour avoir abrité la réunion du conseil d'administration du Fonds mondial ici en Côte d'Ivoire. Des progrès remarquables ont été faits en Côte d'Ivoire dans le domaine de la santé. Au cours de ce conseil d'administration, il y a eu également la récapitalisation du Fonds mondial et la Côte d'Ivoire joue un rôle important. La Côte d'Ivoire joue son rôle moteur avec à sa tête le président pour adresser les questions du palu, de la tuberculose et du VIH. Sur ces 10 dernières années, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a alloué plus de 200 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire en vue de freiner l'avancée de ces pandémies. Une assistance financière qui pourrait prendre fin en 2020 si le pays poursuit la dynamique d'efforts notables engagés ces dernières années. Jérôme Kofi Abolé, la première dame de Côte d'Ivoire, mission à Genève, s'est rendue au siège de l'ONU-SIDA sur invitation du directeur exécutif de l'institution, Michel Sidibé. Madame Dominique Ouattara, il faut le rappeler, ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et la promotion du traitement pédiatrique. Abiba Dambélé-Saoué. Un hôte de marque au siège de l'ONU-SIDA lundi après-midi. Il s'agit de Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, en sa qualité d'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et la promotion du traitement pédiatrique. Dominique Ouattara est l'invité spécial du directeur exécutif de cette institution, Michel Sidibé. Devant le personnel de l'ONU-SIDA mobilisé pour la circonstance, Michel Sidibé a rendu hommage à Dominique Ouattara pour son engagement humanitaire. Je ne suis pas surpris qu'elle ait accepté aussi d'être notre ambassadeur spécial pour faire en sorte qu'on puisse mettre fin à la transmission de la mère à l'enfant. Le combat qu'elle veut porter avec nous, c'est un combat contre l'exclusion, c'est un combat contre la discrimination, c'est un combat pour faire en sorte qu'on arrête bien sûr la transmission, mais plus que tout ça, c'est aussi un combat pour la justice sociale, pour qu'il y ait une meilleure distribution, pour que ces enfants aient accès aux soins comme les autres.
et que ces enfants ne soient pas les oubliés de notre réponse à la lutte contre le sida. Et je suis fier de vous avoir ici dans nos locaux. Prenant la parole, la Première Dame a expliqué le sens de son engagement auprès des Nations Unies à l'ONU-SIDA. Non sans faire cas des avancées réalisées par la Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre le VIH-SIDA. Ces dernières années, la Côte d'Ivoire a fait beaucoup de progrès dans la lutte contre le VIH, surtout en ce qui concerne la prévention de la transmission mère-enfant, notamment avec l'engagement des partenaires et de la communauté. Les nouvelles infections à VIH ont diminué et sont passées de 50 000 cas en 2000 à 25 000 cas en 2014. Nous enregistrons également une meilleure prise en charge du sida pédiatrique dans notre pays. Ces résultats encourageants et des avancées stratégiques importantes que nous avons réalisées nous permettent d'avoir bon espoir quant au recul de l'épidémie d'ici 2030. Au terme de la visite de travail, l'ONU-SIDA a chaleureusement félicité la Côte d'Ivoire, qui figure désormais parmi les 20 premiers donateurs au monde. Revenons en Côte d'Ivoire. Habib Sid, le Premier ministre tunisien, était en visite dans notre pays. Objectif de cette visite, le renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Il a été reçu par les autorités ivoiriennes. Il s'est rendu au Vitib, le village des technologies de l'information et de la biotechnologie de Grand Bassam. Le gouvernement ivoirien lui a offert un dîner gala avant son départ. Autre information, le président du Parlement de la CEDEAO est arrivé hier mardi ici à Abidjan. Moustapha Cissé Lo répond à l'invitation du président de l'Assemblée nationale ivoirienne. L'invité du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Moustapha Cissé Lo, président du Parlement de la CEDEAO, est venu prendre part à l'ouverture de la première session ordinaire du Parlement ivoirien. Une invitation qui met l'accent sur la promotion de la coopération interparlementaire. Chaque fois qu'on bouge dans la sous-région, nous avons une double fierté. Fierté d'être un panafricaniste, mais aussi être chez nous. En Côte d'Ivoire, nous serons très contents d'être avec vous pendant 3 jours, d'échanger avec les Ivoiriens et les autorités pour voir comment nous pouvons travailler ensemble dans le cadre de l'intégration de nos peuples. Accompagné d'une forte délégation de parlementaires de l'institution ouest-africaine, 4 vice-présidents et 14 membres, le président de la CEDEAO est venu également traduire sa solidarité au peuple ivoirien suite à l'attaque de Grand Bassam. Si la Côte d'Ivoire est touchée par des attentats criminels et barbares, c'est toute la communauté de l'Afrique de l'Ouest qui est touchée. Donc, ce sens, nous souvenons par solidarité, par amitié et par affection au peuple ivoirien ici en Côte d'Ivoire. Une communication du président du Parlement de la CEDEAO est attendue ce mercredi à la tribune de l'hémicycle devant tous les députés ivoiriens à l'occasion de l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2016 prévue cet après-midi. Abou Sanogo, tout à fait autre chose à présent. Le président de la République, Alassane Ouattara, effectuera une visite à Bouna, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Une visite qui intervient après la crise intercommunautaire qui a secoué cette localité. Il va apporter aux populations compassion et réconfort. Pour préparer la rencontre, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a échangé avec les cadres et les populations de Bonkani. Et c'était en présence de Kwasi Mamadou pour RTI 1. C'est confirmé. Le président de la République, Alassane Ouattara, effectuera une visite de compassion et de réconfort à Bouna le samedi 30 avril 2016. C'est l'information portée par le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, aux populations de la région de Boukani. Le président vient lui-même vous apporter son message de paix, de réconfort et de compassion. Ça lui permettra également d'apprécier par le contact direct avec les uns et les autres la situation et d'annoncer les solutions idoines pour faire face à cela. Pour la réussite de cette visite du président de la République Alassane Ouattara à Bouna et aussi pour le développement de cette région, le ministre d'État Ahmed Bakayoko invite les cadres à l'union et à la solidarité. Quelles que soient les contradictions entre les peuples, nous devons tout faire pour repartir sur le socle de notre alliance. Le vivre ensemble que le président proclame
sur le plan national, qu'on vous puissiez vous l'approprier. Donc c'est vraiment une recommandation. Je sais que les blessures sont profondes, sont graves, mais nous devons veiller à ce que cela n'arrive plus jamais. Message bien perçu par les cadres de la région de Boukani, qui s'engagent à renforcer la cohésion sociale, mais aussi à faire de cette visite une véritable réussite. Il faut que chacun de nous ait le bon ton. Il faut que chacun de nous parle en pesant ses mots. La situation est grave. Sachez parler à l'autre. Surtout quand il n'est pas de la même communauté que vous. Appeler tout le monde à se rendre massivement à Bouna pour dire au chef de l'État que nous sommes contents qu'il fasse ce déplacement et lui dire également que nous sommes vraiment à son écoute. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko, président du comité d'organisation de cette visite de réconfort à Bouna, précise que le président de la République, Alassane Ouattara, aura au cours de son séjour à rencontrer les différentes communautés, les cadres et la chefferie traditionnelle. Des rencontres pour penser les plaies et pour trouver des solutions durables pour le développement de la région de Boukani. Une délégation du mouvement des entreprises françaises est en visite ici à Abidjan. Objectif de cette mission composée de 150 chefs d'entreprise françaises, donner un coup d'accélérateur au partenariat des compagnies françaises et ivoiriennes, surtout au niveau des petites et moyennes entreprises. Lanside Bakayoko, Adama Kodé. Un avion spécialement affrété par le mouvement des entreprises françaises MEDEF. Une délégation riche de 150 patrons, dont une centaine venant de petites et moyennes entreprises, PME. Les entrepreneurs français ont mis les moyens pour leur mission de 4 jours à la rencontre des hommes d'affaires ivoiriens. Objectif, confronter leur capacité d'investissement à l'environnement des affaires. Des besoins d'infrastructures de transport, routières, de logement, d'eau, d'électricité, de traitement des déchets, où là aussi les Français sont très forts. Donc ça, ce sont des choses qu'on peut apporter. Plus après, vous avez toutes les révolutions, NTIC. Là aussi, il y a une force ivoirienne sur ces sujets-là. En tout cas, il y a un développement à venir important. La diplomatie économique est en marche. Lundi, à leur arrivée, les opérateurs français ont été reçus à leur ambassade. L'idée, bénéficier des conseils sur l'économie ivoirienne, ses besoins, ses méthodes, des négociations. Un mode d'emploi plus qu'utile. D'autant que la Côte d'Ivoire a certes besoin de grandes entreprises, mais elle voudrait aujourd'hui voir intensifier son réseau de PME. Nous avons souhaité le retour des entreprises françaises, pas seulement des grandes entreprises, mais aussi et surtout des PME qui sont à la dimension de nos investisseurs locaux et qui peuvent avoir un partenariat gagnant-gagnant avec ces entreprises. En 10 ans, le poids des entreprises françaises en Côte d'Ivoire a baissé de 28% à 11%. À ce jour, 140 filiales de grosses entreprises françaises et 500 PME de droit local sont présentes sur le territoire ivoirien, employant 40 000 personnes. Adama Kodé, du 22 mars au 22 avril dernier, une mission de surveillance répressive des instruments de mesure du ministère du Commerce a sillonné toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Objectif, sensibiliser les commerçants à utiliser des instruments de mesure conformes à la réglementation en fonction de l'activité menée. Pour appuyer cela, le ministère vient de lancer sa campagne périodique de vérification. Francis Boifo. Une étiquette verte non falsifiable collée sur une pompe à essence après vérification de la quantité et du prix du carburant servi. L'instrument de mesure du ministère du Commerce indique que la pompe est en bon état. Si cette pompe ne respectait pas les normes, ce serait plutôt une étiquette rouge qui serait collée invitant l'opérateur à se conformer aux normes. Par cette action, le ministre du Commerce, Jean-Louis Villon, lance l'opération de vérification périodique des instruments de mesure en service. La campagne court du 25 avril au 25 juillet prochain avec un objectif de 120 000 instruments de mesure à contrôler. Donc c'est très important parce qu'un consommateur qui achète un produit doit s'assurer que la quantité qu'il achète est réelle et que le prix rapporté à la quantité est également ce pourquoi il fait cette transaction. Ça contribue à lutter contre la cherté de la vie. Cherté de la vie. Le sujet préoccupe le gouvernement. Il entend associer pleinement les commerçants à cette campagne. C'est une campagne qui ne vaut pas de sanctions, mais qui permet de s'assurer que l'instrument que l'on possède est
bien aux normes. C'est la période de vérification qui ne vaut pas de sanction. Une fois cette période terminée, on rentre dans la période normale et là, les contrôles aléatoires peuvent vous amener à une sanction si votre instrument n'est pas conforme. La réglementation des instruments de mesure vise à garantir la loyauté, la fiabilité et la transparence dans les transactions commerciales. Les parlons maintenant de la 11e édition du Salon international de l'agriculture du Maroc, le SIAM 2016, traite de l'optimisation des ressources pour une agriculture performante et durable. Le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural y prend part. Et c'est la ville de Meknès, classée patrimoine mondial de l'UNESCO, qui accueille l'événement. Jean-Jacques Kwameala pour RTI 1. C'est le prince héritier qui a procédé ce mardi à l'ouverture de la 11e édition du Salon international de l'agriculture du Maroc, SIAM. Pour les participants venus des 4 coins du monde, il s'agit à Meknès, la ville impériale, de répondre à plusieurs préoccupations. La gestion des sols agricoles, la préservation et l'optimisation de l'utilisation de l'eau, le confort et la sécurité des agriculteurs. Lors de la visite des exposants, le prince héritier a marqué une halte au stand de la Côte d'Ivoire. Alors, le prince héritier était très intéressé par les différents produits de la Côte d'Ivoire, produits agricoles, spécialement le cacao, donc avec tous ces produits dérivés, les produits transformés en Côte d'Ivoire que nous exposons sur le stand. Le SIAM est une plateforme de coopération et de partage d'expériences. C'est pourquoi les participants souhaitent des retombées. On a vu des animaux de l'Europe qui se comportent bien ici. Or, nous voulons faire la même chose en Côte d'Ivoire. Il y a lieu de venir apprendre chez les Marocains. On attend vraiment aussi d'ici de construire des affaires et des relations avec d'autres pays africains. Nous nous engageons aussi, comme tous les Marocains, que ce soit des grandes sociétés ou bien des citoyens, à une coopération sud-sud. 1200 exposants et 850 000 visiteurs sont attendus à cette 11e édition du SIAM qui prend fin ce samedi 30 avril. Pour la cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs, nous sommes de retour en Côte d'Ivoire. Une campagne de sensibilisation va sillonner le département de Kouto au nord de la Côte d'Ivoire. C'est une initiative des associations pastorales et chefs coutumiers. Ils ont pris cet engagement au terme d'une rencontre pour trouver les voies et moyens de prévenir les conflits entre agriculteurs et éleveurs à Kouto. Charles Tatou, RTI Boaké. Kouto et Boundiali, 2 départements très propices à l'élevage de bovins. Mais ces 2 localités ne sont pas épargnées par les conflits éleveurs-agriculteurs. Les brouilles interminables entre les 2 couches de la population risquent de faire sombrer les activités des éleveurs qui, du reste, pourraient fuir ces zones. La situation interpelle les autorités locales, les élus, la chefferie traditionnelle et la Fédération des associations pastorales. La ville de Kouto a abrité la rencontre de réflexion qui les a réunis. Rencontre à laquelle ont pris part les associations pastorales sœurs d'Agni Bilokro et de Bouna. La redynamisation des associations pastorales, la mise en œuvre des dispositions pour la garantie de la cohésion entre éleveurs et agriculteurs ont marqué ces travaux. Ce qui se passe actuellement dans le reste du pays, nous en sommes conscients. C'est pour ça que nous prenons le devant pour essayer de sensibiliser nos éleveurs, nos parents cultivateurs, pour essayer de les mettre d'accord. Ce sont 2 communautés qui aujourd'hui sont indissociables. La cohabitation est indispensable et nous allons faire en sorte qu'on puisse sensibiliser suffisamment nos parents pour que ce qui se passe ailleurs n'arrive pas ici. Le bilan des activités de la Fédération des associations pastorales de la région de la Bagoué a ponctué la rencontre. Deuxième grand titre de cette édition, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a entrepris d'importantes réformes en vue d'assurer une meilleure organisation des examens de brevet de technicien supérieur BTS et revaloriser ce diplôme. Une rencontre de présentation et d'échange sur les nouvelles procédures d'organisation du BTS aux acteurs et partenaires du système de l'enseignement supérieur vient de se tenir. C'était en présence de Koné Pargasoro. Inscription en ligne, enrôlement et contrôle biométrique désormais couplés.
retrait des convocations en ligne avec l'accord des établissements, anonymat électronique, entre autres réformes entreprises par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Objectif, assurer une meilleure organisation des examens de brevet des techniciens supérieurs BTS, mais aussi revaloriser et rendre plus crédible le diplôme BTS. Il s'agit de redonner confiance aux parents d'étudiants, de redonner confiance aux étudiants, mais de redonner confiance aussi à la communauté internationale et permettre à nos BTS d'être sur le marché du travail compétitif, d'avoir des diplômes crédibles. Ces réformes et nouvelles procédures d'organisation du BTS ont été présentées aux acteurs et partenaires du système de l'enseignement supérieur. On ne doit pas être statique, on doit être dans la dynamique, faire des réformes pour que la formation s'améliore en Côte d'Ivoire ne peut être que salutaire. Quand les entreprises nous appellent pour dire que écoutez, vous formez des enfants qui ne sont pas à la hauteur de ce que vous leur donnez comme formation, nous, ce n'est pas crédible à notre niveau. C'est important de faire cette réforme. Selon le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette année, les inscriptions en ligne auront lieu du 26 avril au 26 mai. Les épreuves orales du 22 au 27 août. Les épreuves écrites du 29 août au 5 septembre. Et les épreuves pratiques du 12 au 17 septembre. Fonon-Vogo, village situé à environ 30 km de Korogo dans la sous-préfecture de Lata, était en fait une fête dédiée à l'entrepreneuriat de jeunes et à la cohésion sociale. On en parle avec Chantal Eouman à Kandan. Cette journée d'entrepreneuriat jeune et de cohésion sociale dans la localité de Fonon-Vogo est l'idée de Soro Sana, fils du village. Son objectif, faire comprendre aux populations les raisons fondamentales qui justifient aujourd'hui le retard du développement à Fonon-Vogo. Entre autres, le taux élevé d'analphabétisme, le refus de déclarer les enfants à l'état civil et surtout le faible taux de scolarisation de la jeune fille. Des réalités qui ont émaillé le passé de ce village. L'objectif est clair aujourd'hui. Les fils et filles de ce village entendent emprunter le train de l'émergence socio-économique. Pour y arriver, les jeunes ont été fortement sensibilisés au montage de projets fiables, capables de leur ouvrir les portes du financement à travers le ministère chargé de l'emploi jeune. Les paysans, quant à eux, ont reçu suffisamment d'informations sur le projet d'école pour tous et de développement du monde rural, à travers une agriculture intensive et fortement mécanisée. Fonon-Vogo apparaît aujourd'hui comme un village modèle de vivre ensemble, où plusieurs sous-groupes sénoufos vivent en parfaite symbiose avec d'autres ethnies venues d'ailleurs. Pour matérialiser ce vivre ensemble, une rencontre de football a opposé deux villages voisins. Le vainqueur est le village de Lelourou-Ka. Le conseil régional de l'Agnébi-Tiassa poursuit le développement de sa région. 2 milliards de francs CFA seront bientôt investis dans plusieurs domaines, notamment la santé, l'éducation et l'adduction en eau potable. A nous dit Kwasi Mamadou. Pour l'année 2015, ce sont plus de 2 milliards de francs CFA qui ont été investis pour le développement de la région de l'Agnébi-Tiassa. Ces investissements du conseil régional ont porté essentiellement sur le reprofilage lourd de plusieurs routes des différents départements de l'Agnébi-Tiassa. 5 villages ont été électrifiés pendant que 2 autres bénéficient de marchés modernes. Le président du conseil régional Mbolo Martin et son équipe ont réhabilité, construit et équipé au cours de cette année 2015 5 centres de santé et 3 logements d'infirmiers dans plusieurs sous-préfectures de cette région. L'éducation, Mbolo Martin en a fait une priorité. 7 écoles primaires et des classes de maternelle ont été réalisées avec 3 collèges. Car pour le conseil régional, la relève passe par une bonne formation des jeunes. Ce bilan a été dressé au cours de la première session ordinaire du conseil régional. Mbolo Martin veut faire plus pour sa population au cours de cette année 2016. C'est pourquoi il a demandé et obtenu l'adoption d'un compte administratif. Le corps préfectoral a félicité le conseil régional pour ce bilan jugé satisfaisant. Mais de nombreux défis restent à relever. C'est pourquoi il invite la population à soutenir les initiatives du conseil régional d'Agnébi-Tiassa. Cette région compte aujourd'hui 4 départements, à savoir Agboville, Tiassalé, Sikensi et Taabo.
Promotion de la transparence dans la gestion des finances publiques, la population de Bouaké, les acteurs non étatiques et des organisations de la société civile ont été instruits sur la bonne gouvernance. On en parle avec Hassan Khan et Abdul Kader Segodogo de RTI Bouaké. L'OGP, le partenariat pour un gouvernement ouvert, est une initiative qui vise à promouvoir la bonne gouvernance. L'OGP entend ainsi lutter contre la corruption et améliorer l'exploitation des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour renforcer la qualité de la gouvernance dans le pays. La Côte d'Ivoire, depuis le sommet de novembre 2013 à Londres, appartient à l'OGP. Les critères d'adhésion sont la transparence budgétaire, l'accès à l'information, la déclaration de patrimoine des élus et des hauts fonctionnaires et la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. À Bouaké, l'équipe technique de l'OGP a instruit la population de la région de Bouaké sur le processus. Nous faire entendre de nos autorités n'est pas toujours aisé. Alors quand ce sont les autorités ou des structures qui permettent d'avoir une plateforme de réflexion et de proposition, je pense que c'est déjà vraiment salutaire. C'est encouragé, ça peut concourir au mieux-être de la population. Les représentants de l'OGP soulignent l'importance de l'initiative pour la population. Au niveau de l'OGP, c'est une exigence particulière et cette exigence est réglée par les populations. Sur le terrain, lorsque les populations remarquent des faits, elles font remonter. Ou que si effectivement la population a fait remonter des faits qu'elle ne voit pas exécuter, elle peut interpeller les pouvoirs publics. Les responsables de l'OGP en Côte d'Ivoire entendent multiplier ces genres d'activités pour une adhésion massive des populations à la bonne gouvernance. Et puis, sachez qu'en prélude aux Journées africaines de la géotechnique qui auront lieu au Cameroun, un séminaire de réflexion organisé par le laboratoire du bâtiment et des travaux publics a lieu ici à Abidjan. Des experts africains et européens réfléchissent sur un document relatif à la problématique des constructions en béton en Afrique. Grace Kando. Le béton, selon les experts dans le domaine du génie civil, est le matériau de construction le plus utilisé au monde. Et c'est en même temps celui que l'on façonne le plus facilement. Pour utiliser efficacement et aisément le béton dans la construction des routes et des bâtiments en Afrique, des experts africains et européens en génie civil réfléchissent sur un document, le guide du traitement des constructions en béton dégradé. Les participants à ce séminaire ont 2 jours pour élaborer un document concis pour éviter la dégradation fréquente des routes et des ouvrages des bâtiments des travaux publics. À la fin des travaux, le document final sera présenté aux prochaines assises des Journées africaines géotechniques au Cameroun. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a présenté hier mardi ses condoléances à la veuve de Papa Wemba, décédé dans la nuit de samedi à dimanche alors qu'il était en concert au Festival des musiques urbaines d'Anoumabou. Issa Tchonon Yeo, Adama Kone. Une délégation congolaise composée de la veuve de l'artiste Papa Wemba, du gouverneur du Sankourou, région natale du roi de la Rumba et de l'ambassadrice de la République démocratique du Congo RDC en Côte d'Ivoire chez le président de l'Assemblée nationale. Le président de l'hémicycle ivoirien, Guillaume Soro, a témoigné sa compassion à la veuve Marie-Rose Amazon et à l'ensemble de la délégation. Une démarche fort appréciée par l'ambassadrice de la RDC en Côte d'Ivoire. Le président nous a dit qu'il va envoyer une délégation qui va aller aux obsèques qui seront organisées sur place à Kinshasa. Papa Wemba restait le seul rescapé de la vieille génération de la musique rumba. Sa disparition suscite le débat sur l'avenir de cette musique en RDC. À ce sujet, le gouverneur du Sankourou rassure. Papa Wemba, qui est le trait d'union entre l'ancienne génération et la nouvelle génération, qui viennent rendre son âme ici, sur une scène, eh bien, je me dis, est-ce pour transmettre le flambeau? Dieu seul, l'avenir seul nous le dira. La Côte d'Ivoire rend hommage à Papa Wemba ce soir au Palais de la Culture de Treichville. Le transfert du corps se fera ce jeudi à 3h30 en République démocratique du Congo.
Et cette information, le parquet fédéral belge a confirmé le transfert de Salah Abdeslam en France. Il est arrivé peu après 9h ce mercredi et il a tout de suite été transféré au palais de justice. L'avocat qui le défendra en France, le pénaliste lillois Frank Berton, a confirmé son arrivée sur le territoire français. Hillary Clinton a remporté hier mardi la primaire démocrate du Connecticut selon les projections de médias américains, gagnant ainsi 4 des 5 États en jeu lors de cette soirée électorale et faisant un pas de plus vers l'investiture du parti pour la présidentielle américaine. Le milliardaire Donald Trump a quant à lui remporté chez les 5 primaires républicaines de la soirée électorale après ses victoires dans le Rhode Island et le Delaware. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.